Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe organisatrice d'avoir organisé ces deux journées. Ils ont fait un travail vraiment remarquable pour intervenir dans de nombreuses écoles et dans de nombreuses conférences. Je peux vous dire que vous avez une équipe qui a véritablement œuvré pour que cette journée soit véritablement très belle. Donc franchement, moi je me permets de les applaudir. Alors moi, je vais vous parler de la criticité des matériaux de la transition énergétique. Et je vais juste rebondir en fait sur ce que vous avez dit. Je pense qu'il n'y a pas que les ingénieurs qui réchauffent la planète. Je pense que les économistes également réchauffent la planète. Et vu que vous en avez un devant vous, je vais faire également mon mea culpa et je vais vous proposer des solutions économiques, bien évidemment, pour essayer de gérer les externalités économiques qui sont liées à cette transition énergétique. Et je vais essayer de vous emmener un petit peu dans un monde où nous sommes très peu nombreux. Olivier et moi-même, je pense, nous sommes un petit peu seuls en fait, dans ce champ de recherche de la criticité des matériaux de la transition énergétique. Donc, je vais vous présenter très brièvement je vais vous dire quelques mots en fait sur le projet Generate. Alors Generate, ça veut dire géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique. Je vais vous parler on va parler un petit peu de transition énergétique dans cette introduction, des forces de développement des ENR, et puis après je vais vous montrer en fait le modèle avec lequel je vis depuis environ 3 ans et demi. C'est très bien de vivre avec un modèle économique, enfin technico-économique, mais ça a ses limites. Il vous sort de très très beaux résultats. Et puis je vais vous parler un petit peu de lithium, de cuivre, de nickel et de cobalt, tout ce qui rentre en fait dans les composants d'une batterie de véhicules électriques. Et puis je terminerai sur les problématiques environnementales de la criticité et avec quelques éléments de conclusion géopolitique. Alors, quelques mots sur le projet Generate. Le projet Generate, en fait, c'est un projet qui essaie d'analyser de manière un petit peu globale les conséquences géopolitiques de la transition énergétique. Et on a choisi d'étudier 3 angles particuliers de cette géopolitique. La première, c'est celle dont on va parler ce matin, c'est la problématique des ressources, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par criticité, va-t-on manquer de lithium, de cobalt, de cuivre ? Et donc on a utilisé pour réaliser ce projet en fait un modèle de prospective que je vais vous présenter un petit peu plus tard. La deuxième partie, je n'en parlerai que très peu, uniquement dans ma conclusion, c'est la géopolitique des brevets. Parce que c'est très bien d'être ingénieur, c'est très bien de réaliser des inventions, mais qui brevette quoi en termes de transition énergétique à l'heure actuelle, en termes d'énergie renouvelable, en termes de stockage, en termes de batterie? Est-ce qu'il n'y aurait pas une logique de recherche de pouvoir de marché de certains pays, notamment certains pays asiatiques, dans ce champ de recherche qu'est l'innovation et les brevets? Et donc ce que nous essayons de faire, c'est de cartographier quels sont les acteurs qui, à l'heure actuelle, sont en pointe sur la question des brevets de la transition énergétique ou la brevet des technologies bas carbone. Et enfin, le dernier point qui est extrêmement peu traité finalement dans cette littérature, parce que nous sommes autocentrés. Nous parlons de transition énergétique, mais nous ne regardons pas ailleurs, c'est-à-dire quelles conséquences de notre transition énergétique sur les pays qui produisent des hydrocarbures, sur lesquels en fait nous avons compté depuis, alors on va dire, le milieu du XXe siècle, même la Première Guerre mondiale plus exactement. Ces pays qui nous alimentent en pétrole, en gaz, que deviendront-ils dans cette transition énergétique? Y a-t-il des voies d'interaction possibles? Quel lien entre justement leur transition et notre transition? Donc malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais sachez que nous travaillons également sur ce sujet à l'heure actuelle. Alors quelques mots sur cette transition énergétique. Je vais me promener un petit peu. Alors, cette transition énergétique, elle est plutôt intéressante, parce que en fait, on la voit de manière plutôt optimiste à l'heure actuelle, alors qu'il faut absolument garder en tête que cette transition énergétique sera forcément longue. Et vous allez voir, ça va avoir un impact très important sur la question des matériaux de la transition énergétique. Pourquoi sera-t-elle extrêmement longue? Tout simplement parce que nous sommes dans un système complexe qui est le système énergétique. Et ce système énergétique, c'est un système qui est rempli d'inertie. Alors, pour travailler dans le domaine économique,
Je vais vous donner juste un exemple. Si vous construisez un pipeline, par exemple, si vous construisez un gazoduc, une centrale électrique, vous n'investissez pas pour 3 ans. Donc, vous allez investir pour 50, 60 ans. Donc, à l'heure actuelle, si j'investis encore dans une centrale à charbon ou dans une centrale à gaz, ou si j'ai comme projet, par exemple, de relier un champ d'hydrocarbures russes à un pays comme l'Allemagne, je le fais pour 50 ans. Donc les acteurs, bien évidemment, ce sont les acteurs économiques, vont être les premiers vecteurs d'inertie. Bien évidemment, vous avez de l'énergie de système, mais vous avez de l'énergie donc économique qui est très très importante. Et puis vous avez une inertie, j'allais dire comportementale, qui fait que oui, est-ce que nous sommes prêts encore à l'heure actuelle à changer nos comportements, notamment nos comportements automobiles? Bon. Donc ce monde est plein d'inertie et c'est très important en fait de l'avoir en tête. Deuxième point, elle sera lente. Pourquoi? Parce que nous ne faisons absolument pas les efforts nécessaires pour aller vers cette transition énergétique. Je vous donne 2 chiffres. L'année dernière, 332 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables. Pour vous donner un ordre d'idée, on a un PIB de 75 000 milliards de dollars au niveau mondial. On a 17 000 milliards d'investissements au niveau mondial. Et les investissements donc, dans les énergies renouvelables, c'est 332 milliards de dollars. Pour vous donner un élément de comparaison, à l'heure actuelle, on dépense 550 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles dans le monde. Donc, l'atteinte d'un scénario 2 degrés, voire même un scénario 1,5 degré, ça nécessite de multiplier par 3 ce chiffre tous les ans jusqu'en 2060. Vous voyez, on a beaucoup de volonté, mais on a très peu de réalisation en termes d'efforts financiers. La transition énergétique, elle sera lente également parce qu'elle est très très mal définie au final. Vous avez présenté ce graphe, vous voyez, je le représente également. Effectivement, si vous regardez, depuis les années 1970, en 1970, le pétrole, c'était 70% du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, le pétrole, c'est 34,2% du mix énergétique mondial. Donc, en part relative, le pétrole a baissé. En part absolue, le volume de pétrole consommé depuis 1970 a été multiplié par 2. C'est-à-dire que nous ne sommes absolument pas en transition énergétique. Nous sommes dans un schéma d'empilement énergétique. Et ce n'est pas seulement de faire augmenter les énergies renouvelables, c'est de faire baisser en valeur absolue les énergies fossiles. Donc, tant que nous n'aurons pas compris que nous empilons progressivement de l'énergie, sous toutes ses formes, nous n'y arriverons pas. Parce que tout simplement, nous avons mal défini ce sujet, qui est un sujet beaucoup plus complexe que de se dire « je remplace un peu de pétrole par des énergies renouvelables ». Parce que vous allez voir justement, et c'est notre sujet, si vous remplacez votre pétrole par des énergies renouvelables, vous allez dépenser d'autres ressources pour lesquelles il va falloir de l'énergie pour aller les chercher. Donc, il va falloir repenser un tout petit peu différemment à la fois ce concept de transition énergétique, mais surtout mieux le définir. Alors, malgré tout, on a un développement très marqué des énergies renouvelables à l'heure actuelle. Et les forces de développement sont assez connues, mais la première, bien évidemment, elle est économique. C'est le déclin des coûts. Lorsque vous regardez notamment les coûts du photovoltaïque ou les coûts de l'éolien au niveau international, vous avez une baisse de 80% pour le solaire et vous allez avoir une baisse d'environ 20% en fait pour l'éolien. Et puis, pour les batteries, tout ce qui est batterie de véhicules électriques, on a observé une baisse massive également des coûts de près de 80% depuis environ une dizaine d'années. Et lorsque vous regardez les projections qui sont réalisées par la petite sœur de l'Agence internationale de l'énergie, mais qui est dédiée aux énergies renouvelables, c'est-à-dire l'IRENA, vous voyez que les perspectives de coûts sont très très encourageantes, c'est-à-dire qu'on a des baisses de coûts à venir à l'horizon 2035, c'est-à-dire un horizon de 15 ans, qui vous invite à vous dire oui, effectivement, on va pouvoir généraliser le solaire, l'éolien onshore, l'éolien offshore et tout ce qui est batterie stationnaire. Donc effectivement, d'un point de vue économique, on vous invite à développer des solutions qui vont être
peut-être plus efficace, peut-être plus efficiente, mais en tout cas, la notion de coût, elle est très très importante. On a tendance à dire, en tant qu'économiste, bah, c'est formidable, vous avez une baisse de coût, donc on va pouvoir généraliser. Là encore, on oublie un effet très très peu étudié, malheureusement. Je ne sais pas si on l'étudie à l'école des mines. Ça s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une technologie qui est absolument efficace, dont on observe une baisse des coûts. Malheureusement, quand vous la généralisez, vous allez avoir une augmentation de la ressource associée à cette technologie. Le premier qui a mis ça en évidence, il s'appelle Jevons, c'est un marginaliste. Il a écrit un livre qui est disponible d'ailleurs sur Internet, qui s'appelle The Coal Question. Et il s'est posé la question en fait, des machines à vapeur. Le gouvernement britannique est venu le voir au milieu des années 50 et lui a posé la question suivante. Aura-t-on assez de charbon pour alimenter la croissance britannique avec notamment le développement des machines à vapeur? Et donc Jevons, il a pris la question comme tout bon économiste du 19e siècle. Il a regardé un tout petit peu les technologies qui étaient présentes, c'est-à-dire la machine à vapeur, quelle baisse de coût observée. Il a regardé en fait la consommation de charbon associée à la machine à vapeur et s'est aperçu, dans le temps, au fil du temps, le progrès technique a fait qu'on consommait de moins en moins de charbon par machine à vapeur. Lorsqu'il regardait les chiffres d'un point de vue macroéconomique, il s'apercevait de quoi? La consommation de charbon de l'ensemble des machines à vapeur avait plus qu'augmenté, triplé, voire quadruplé. Pourquoi? Parce que tout simplement, la baisse des coûts avait fait une généralisation de la technologie. Et au final, on avait identifié ce premier effet rebond, c'est-à-dire que, oui, vous en tant qu'ingénieur, vous êtes là pour produire de la technologie, mais n'oubliez jamais que les effets rebonds sont redoutables. Et les effets rebonds, ils sont redoutables notamment pour qui? Pour nous qui travaillons sur le sujet des ressources, parce que chaque technologie, certes plus efficace, si elle est généralisée, contribue à une augmentation très marquée des ressources. Donc voilà. On a ce double paradoxe de la transition qui est mal défini, mais qui en plus peut provoquer des effets rebonds. Alors, à côté de ce développement, cette force, j'allais dire, des coûts des ENR, on a bien évidemment toutes les forces de développement, la demande sociale, c'est-à-dire vous, nous, qui demandons un peu plus d'ENR, sans savoir d'ailleurs généralement exactement ce que sont les ENR. Toutes les problématiques de pollution, tous les objectifs qui sont fixés en termes d'implantation des ENR au niveau international. Et bien évidemment, toute la dynamique technologique invite à généraliser ces ENR, notamment la dynamique que l'on retrouve dans le couple digitalisation, smart grid, etc., etc. Alors, on a donc une invitation permanente à ces énergies renouvelables, ce qu'il faut bien évidemment faire, sans oublier, comme l'a dit votre professeur juste avant, tout cet ensemble de solutions qu'on ne regarde absolument pas. Pour vous donner un ordre d'idée, la R&D dans l'énergie au niveau français, je crois que c'est 3,1%. Donc c'est excessivement faible si vous la comparez à d'autres R&D. Alors, cette généralisation des ENR, généralement, lorsque vous faites un tout petit peu de géopolitique, ce que je fais, j'ai une double formation économique et géopolitique, lorsque vous interrogez les gens, vous leur dites, voilà, à votre avis, les ENR vont-ils changer la géopolitique, notamment énergétique mondiale? On vous dit oui. On vous dit oui parce qu'on vous dit, oui, lorsque vous utilisez une éolienne, lorsque vous posez des panneaux solaires, il n'y a pas de concurrence d'usage. C'est-à-dire que si vous installez du solaire dans votre pays et que votre voisin fait la même chose, vous n'allez pas capter une ressource que le pays voisin ne va pas pouvoir avoir. Donc il n'y a pas de concurrence d'usage. Et généralement, ce que l'on dit, c'est avec les ENR, la géopolitique de l'énergie va être excessivement simplifiée. C'est-à-dire, on va plus avoir besoin d'importer du pétrole du détroit d'Ormuz. Le détroit de Malacca, ça va être une légende du passé très rapidement. Mais ça, on oublie encore une fois que la transition énergétique sera lente, ça c'est le premier point, mais que surtout ce développement massif des ENR, il va conduire à une nouvelle dépendance. Et notamment la plus importante à nos yeux, c'est la dépendance que l'on va avoir face à certains matériaux, et notamment ce qu'on appelle de manière abusive des matériaux critiques.
Et donc, je vais rentrer en fait dans cette question des matériaux stratégiques, où on va se poser la question de est-ce que la généralisation des énergies renouvelables va impacter notre dépendance à certains matériaux, et est-ce qu'au final on ne remplace pas une dépendance fossile par une dépendance matérielle, notamment des matériaux dits verts ou des matériaux de la transition énergétique. Alors la question des matériaux, elle est très importante. Parce que déjà de prime abord, lorsque vous regardez, vous voyez, je vous ai mis alors vous ne le voyez peut-être pas, aujourd'hui, on consomme environ 33 kg par tête et par jour de matériaux, tout compris, c'est-à-dire du ciment, du sable, du bois. C'est-à-dire que si on agrège l'ensemble des matériaux qui sont produits et utilisés pour réaliser des infrastructures, on en est à 33 kg par jour et par personne. Vous voyez. Et lorsque vous projetez ce chiffre à l'horizon 2060, on devrait passer à environ 45 kg. C'est-à-dire que là, on n'est absolument pas dans un processus de sobriété, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on consomme des matériaux, hein, que ce soit des matériaux pour l'habitat ou pour toute autre construction. Et lorsque vous projetez en fait les estimations probables futures de consommation de matériaux dans le monde, vous apercevez qu'en 2050, hein, ce sont les chiffres de l'OCDE, avec une population qui augmente de près de 28%, on va par exemple consommer 2 fois plus de métaux au niveau mondial. Donc on a une vraie problématique liée au métal et liée aux matériaux. Cette problématique, elle se double que l'ensemble des technologies que l'on va utiliser ou que l'on voudrait utiliser, hein, que ce soit pour le stockage, la connectivité, l'efficacité énergétique, catalyse, le nucléaire, le photovoltaïque, etc., ce sont des grands utilisateurs de matériaux. Alors, ça nous amène à une définition sur la criticité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un matériau critique ou un matériau stratégique. Alors, un matériau critique, généralement on le définit comme ça, c'est une définition de la littérature, hein, c'est un monsieur qui s'appelle Elbig, 2013. On dit généralement qu'un matériau critique, c'est un matériel qui est utilisé dans de nombreux secteurs de l'industrie. Il est difficile de lui trouver un substitut adéquat à court terme. Son nombre d'applications industrielles est importante. Il est utilisé dans des usages dispersifs avec un potentiel de recyclage qui est plutôt faible. Il a une grande valeur économique et production et réserve sont concentrées géographiquement. Alors vous allez voir que cette définition de la criticité, on va un petit peu la discuter parce que au final, lorsque vous regardez cette définition, vous voyez, vous avez l'impression que vous avez des risques, à la fois des risques géopolitiques. Hein. Par exemple, si j'ai une production ou une concentration des réserves dans certains pays, vous pouvez vous dire que, oui, par exemple, les terres rares sont concentrées à 80% en termes de production. Lorsque vous regardez les réserves, c'est absolument pas la même chose. Les risques économiques sont très importants. Vous pouvez avoir des embargos, vous pouvez avoir des politiques de restriction de préférences commerciales. Vous avez des risques liés à la production elle-même. Hein. Lorsque vous prenez certains matériaux, vous avez ce qu'on appelle des productions jointes. C'est-à-dire, vous ne trouvez pas l'élément. Il va falloir produire du cuivre, du zinc ou de l'aluminium pour avoir d'autres éléments en fait, qu'on appelle des coproduits. Donc vous imaginez en termes d'un point de vue économique, hein, lorsque la production d'un métal dépend en fait d'un métal plus commun, bien évidemment vous avez des phénomènes de prix qui sont très intéressants à étudier, mais il n'y a pas d'élasticité prix de la demande, ou de l'offre en tout cas. Et puis vous avez bien évidemment les risques environnementaux ou sociaux, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on développe ces nouveaux matériaux. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que si vous voulez, cette définition de la criticité, elle n'est pas universelle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que les préoccupations qu'a l'État français sur les matériaux stratégiques n'est absolument pas la même que vous pouvez trouver notamment aux États-Unis. Je vous prends la question par exemple de certains platinoïdes qui sont utilisés dans l'industrie automobile française, qui ne sont pas utilisés dans l'industrie américaine. Et donc, il n'y a pas de définition universelle. Ça ne veut rien dire de dire qu'un métal est critique en soi. Vous voyez, il est critique pour une industrie, pour un pays et à un horizon donné.
C'est-à-dire que là, on fait appel aux ingénieurs. On fait appel aux ingénieurs pour nous apprendre à nous passer de ces matériaux. Par exemple, ça c'est la politique américaine sur le lithium. Comment se passer de lithium dans de nombreux usages, vous voyez ? Donc un métal peut être critique dans un pays et absolument pas critique dans un autre. Donc il y a une notion de relativité de cette criticité. Alors vous avez des matrices, ces matrices de criticité, ça, je vous présente la matrice la plus simple. C'est la matrice qui a été développée par le National Research Council aux États-Unis. C'est-à-dire que vous allez avoir deux axes. Quelle importance économique en fait, du matériau et puis quel risque de restriction de ce matériau. Et vous allez classer en fait, les métaux en fonction de ces deux critères. Avec, vous voyez, il y a très peu de métaux en fait, qui sont dans la case rouge, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois très importants économiquement et avec un risque de restriction très important. Mais vous allez pouvoir classifier en fait, les risques associés à chacun des métaux. On ajoute généralement une troisième dimension, c'est la dimension environnementale à cette notion de criticité, en se posant la question de quels impacts en fait, de la production de ces matériaux au niveau international. Et puis donc vous avez des listes. Par exemple, liste de gauche, là, c'est les indicateurs de criticité de la Commission européenne. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler de lithium ces dernières années. Je me trompe? Non, on parle beaucoup de lithium. Sachez que le lithium, ce n'est pas un matériel critique au niveau de la Commission européenne, par exemple. Ce n'est pas considéré comme critique, ça ne fait pas partie de la liste. Si vous regardez cette liste, elle est produite tous les 3 ans, vous avez des matériaux qui, tous les 3 ans, peuvent être critiques, puis plus critiques, ou alors qui n'étaient pas critiques, qui deviennent critiques. Donc vous avez quand même il faut véritablement relativiser cette notion de criticité. Alors, nous, ce qu'on a commencé à faire, vous voyez, le premier travail qu'on a fait quand on est entré dans ce projet, c'est qu'on s'est dit, on va prendre les scénarios des autres et on va regarder un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de consommation de matériaux si on va vers un scénario de degrés. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les scénarios de l'AIE, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie. Ils ont des scénarios qu'on appelle RTS, 2DS, B2DS. Donc RTS, c'est un scénario très basique, où en gros, il se passe, on continue un petit peu le chemin actuel. Le 2DS, donc c'est un 2 degrés, et le B2DS, c'est un Beyond 2 degrees, c'est-à-dire que vous êtes en dessous de 2 degrés. Et puis on a commencé à calculer des potentielles augmentations de consommation de matériaux. Là, c'est juste sur le système électrique mondial. Ouais. Donc, si on est dans un scénario moins de 2 degrés par rapport à un scénario classique, par exemple, on va devoir consommer 2 fois plus de palladium, de molybdène, de manganèse, etc., etc. Donc ça a été notre travail préliminaire. Vous voyez, on s'était juste concentré sur le système électrique mondial. Mais on s'est dit que ce n'était pas assez. Parce que le système électrique mondial, c'est juste une part du problème. Au niveau de la consommation énergétique, on a quand même un système du transport, on a l'habitat. Donc ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est qu'on a essayé de généraliser des calculs d'évaluation de demande au niveau international en utilisant notre modèle, c'est-à-dire que c'est un modèle qui s'appelle Times. Donc je ne sais pas si vous êtes au fait de ce type de modèle. Ce sont des modèles dits bottom-up. C'est-à-dire que modèle technico-économique d'optimisation, c'est-à-dire qu'on a la possibilité avec ce type de modèle, vous allez lui rentrer toutes les données technico-économiques des technologies, c'est-à-dire que vous allez avoir une représentation détaillée de toutes les centrales électriques au niveau mondial, par exemple. Vous allez avoir une représentation de tous les parcs automobiles mondiaux. Vous allez avoir une répartition de tous les flux de matière qui sont présents au niveau mondial. Donc ça, ce sont des modèles qui sont très gourmands en données. Donc on a commencé à travailler sur ce modèle il y a environ une dizaine d'années. Et ce modèle, au final, vous avez des demandes qui lui sont adressées et on va pouvoir simuler des scénarios. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à notre modèle, voilà, moi ce que je veux, c'est un 2 degrés à l'horizon 2050. Et donc, qu'est-ce que va faire le modèle? Il a différents couples de technologies. Par exemple, dans le secteur du transport, il a, vous voyez,
secteur du transport, on va avoir des véhicules légers, on va avoir différentes gammes de véhicules, on va avoir une représentation rendement, consommation énergétique, émissions de CO2 de chacune des technologies. Dans le secteur du transport, on a plus de 500 technologies qui sont représentées, réparties en 16 zones mondiales. Vous voyez. Donc on a une représentation très détaillée. Et donc notre modèle, quand on lui dit on veut un 2 degrés à l'horizon 2050, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à retirer en fait tous les véhicules thermiques, et puis il va progressivement faire entrer de l'hybride ou du véhicule électrique. Et nous, ce qu'on a conçu dans ce modèle, c'est qu'on a conçu des boîtes où à chaque fois que vous avez un véhicule électrique qui rentre dans le modèle, ou un véhicule hybride, eh bien, les contenus en matériaux de ce véhicule vont tomber dans des boîtes, et donc on va pouvoir agréger la demande nécessaire en matériaux pour répondre à la contrainte climatique de 2 degrés ou d'1,5 degré. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des scénarios. On a fait des scénarios dits 4 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, on ne change pas grand-chose à notre parcours actuel. On a fait des scénarios 2 degrés. Et puis, on a fait des petites variantes où on a introduit des variantes de mobilité. C'est-à-dire qu'on dit à notre modèle, tu peux continuer à faire de la mobilité comme tu le fais maintenant, c'est-à-dire on ne change rien au taux de remplissage actuel des véhicules. Et puis on a conçu avec l'AIE un scénario qu'on appelle de mobilité soutenable, c'est-à-dire qu'on retire un petit peu le véhicule individuel et puis on va aller plutôt sur du transport collectif. On va essayer de développer le nombre de personnes par véhicule avec du car sharing, etc. etc. Et puis on laisse courir notre modèle. Alors notre modèle, quand on lui fait des scénarios comme ça, vous voyez, la première chose qui sort, alors là je vous montre un parc transport, mais je pourrais vous montrer un parc électrique mondial. Je pourrais vous montrer en fait les consommations d'habitat. Là, j'ai choisi de vous montrer en fait le parc automobile mondial. Et vous voyez que par exemple dans les scénarios 2 degrés, ce qui est bleu, c'est tout ce qui est hybride, pile à combustible, véhicule électrique. Et vous voyez que dans les scénarios 2 degrés, vous avez beaucoup plus de véhicules électriques, hybrides ou à pile que dans des scénarios 4 degrés. Donc en gros, notre modèle, il nous montre que oui, si on lui demande un scénario 2 degrés, il va retirer le charbon dans les centrales, dans le système électrique, il va peut-être mettre un peu de d'ENR. Dans le secteur du transport, il va faire pénétrer le véhicule électrique. Et donc, vous allez avoir un mix technologique qui va être complètement différent par secteur. Et donc, nous, ce qui nous intéressait de regarder, c'était quelles conséquences sur les matériaux. Et donc voilà, on est rentré dans les conséquences sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, par exemple, premier élément, le lithium. Donc on a étudié le lithium. Alors c'est pas compliqué, hein. Vous avez une certaine masse de lithium dans les batteries. Vous avez du lithium. On a regardé un petit peu où rentrait le lithium à la fois dans les batteries de véhicules électriques, mais aussi dans toutes les autres applications. Et comment on lit ce graphique? Vous avez sur votre droite en fait les ressources en lithium connues en 2017 au niveau mondial. Et vous prenez le scénario le plus contraint que l'on ait eu à faire, c'est-à-dire c'est un scénario de degrés dans lequel vous conservez la mobilité actuelle et vous apercevez de quoi? À l'horizon 2060, si vous comparez en fait le volume consommé, c'est-à-dire tout le crowbar qui est là, et que vous le rapportez aux ressources connues, de ce point de vue-là, vous allez consommer 47% du lithium en place à l'heure actuelle. Et donc au final, est-ce qu'on a véritablement une criticité du lithium à l'horizon 2060? Non. Non. Le lithium, c'est peut-être pas l'élément le plus intéressant à regarder de ce point de vue-là, tout simplement parce que vous voyez, vous avez des ressources qui sont assez importantes. Après, je peux avoir une vision très pessimiste de ce que je viens de vous dire. Vous voyez la petite ligne rouge? En fait, ce ne sont pas les ressources, ce sont les réserves. Donc c'est ce qui est développé économiquement à l'heure actuelle. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'horizon 2060, il va falloir au moins déplacer ces réserves au niveau de la demande mondiale. Est-ce que c'est possible? Et là, ce qui est intéressant, c'est de sortir un peu de ces aspects de modélisation et c'est d'aller vers des champs un tout petit peu plus,
plus sociaux, c'est-à-dire la géopolitique. Est-ce que géopolitiquement ou économiquement, qu'est-ce que ça nous impose en fait, d'avoir un monde où on consomme cette demande de lithium? Et là, vous allez rentrer en fait dans toute la géopolitique du lithium, c'est-à-dire finalement des ressources, vous voyez, on en a. Mais qui les détient? Qui produit à l'heure actuelle le lithium? À l'heure actuelle, le premier producteur mondial, c'est l'Australie. Après, vous avez tout le triangle andin. Mais lorsque vous regardez un tout petit peu, au niveau des pays, vous pourriez vous dire la géopolitique du triangle andin, excepté la Bolivie, elle n'est pas problématique à l'heure actuelle. Quid de cette géopolitique en 2060? Puis après, lorsque vous passez en fait sur un aspect plus économique, vous apercevez que vous avez 5 entreprises qui produisent du lithium à l'heure actuelle et qui représentent 90% du lithium mondial. Est-ce que le problème, il est vraiment géologique ou en termes de ressources, ou est-ce qu'il n'est pas économique? Qui peut cartéliser un marché aussi facilement que le lithium? Vous vous rendez compte? 5 entreprises. On dit généralement que le marché pétrolier, c'est un marché très cartélisé, mais le marché pétrolier, vous avez des milliers d'entreprises. Certes, vous avez des grosses multinationales, mais il est beaucoup moins cartélisé en fait que ce marché du lithium, où vous avez 5 entreprises, dont 2 chinoises, qui contrôlent 90% du marché. Donc vous voyez, c'est là où il faut toujours relativiser, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une approche à la fois géologique, mais aussi une approche économique ou géopolitique pour comprendre ces facteurs. Et puis, on s'est dit qu'on n'allait pas étudier que les matériaux stratégiques, on a étudié le cuivre. Et alors là, ça a été notre plus grande surprise. Vous voyez. Parce que l'indicateur de criticité qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire 53%, c'est-à-dire qu'on consommait qu'à 47%. Sur le cuivre, oui, la transition énergétique, un scénario 2 degrés, nous invite à consommer 97% des ressources de cuivre en place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que déjà, je vais reprendre les mots de votre professeur, hein, il y a peut-être une fixation en fait, sur certains matériaux stratégiques. C'est-à-dire qu'on vous parle toujours de lithium ou de cobalt. Non. Un problème majeur dans la transition énergétique, ça sera peut-être le cuivre, c'est-à-dire un métal que l'on connaît depuis plusieurs siècles. 97% des ressources en place de cuivre seront consommées dans un scénario 2 degrés. C'est tout à fait normal, le cuivre. Il y a une multiplicité des applications, que ce soit dans le domaine du transport, mais bien évidemment déjà dans votre vie de tous les jours. Hein, vous utilisez du cuivre dans le système électrique, bien évidemment. Donc là, on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas sur les bons métaux lorsqu'on étudie les problématiques des matériaux stratégiques. Le premier à regarder, c'est peut-être celui-là. Tout simplement parce qu'il est énormément consommé dans le monde. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Vous ne le voyez pas, mais logiquement, le dernier, le dernier espace en fait, de ce slide, c'est qu'est-ce qui se passe si on passe d'une mobilité traditionnelle à une mobilité soutenable? En fait, on va retirer 1/3 de la consommation de cuivre du transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas sans solution économique ou sans solution sociale face à cette problématique des matériaux. C'est-à-dire qu'on peut, la politique publique a encore un sens, et notamment sur cette question de consommation du cuivre. La question du recyclage est également très importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le recyclage, il va falloir véritablement impulser des vraies politiques de recyclage. Quand je dis vrai, c'est-à-dire qui prennent en compte notamment des points récurrents en fait, de problématiques de la filière, c'est-à-dire notamment la collecte. Vous voyez, parce que sinon, en fait, nos résultats en fait, sur le recyclage, lorsqu'on introduit du recyclage dans le modèle, alors on ne l'a pas introduit partout, hein. Sur le lithium, on n'a pas besoin de recyclage, de toute façon, il n'y a pas de pression extrême, mais sur le cuivre, bien évidemment, vous voyez qu'à l'horizon 2060, on monte à des taux de recyclage qui sont très importants. Le problème, c'est que là, on se trouve avec une problématique vraiment très intéressante sur le cuivre, c'est le problème des immobilisations. C'est-à-dire que ce qui se recycle le mieux dans le cuivre, c'est malheureusement ce qui est en place.
et ce qui était en place pour très longtemps. Et là, en fait, on revient à ma problématique d'inertie des systèmes. C'est-à-dire que, en gros, les bâtiments, ça se recycle très bien. Le problème, c'est que les bâtiments, ils sont construits pour 50, 60, voire 100 ans. Vous voyez, ce qui se recycle très mal, c'est ce qui, pour le coup, c'est les objets de consommation courante. C'est vos téléphones portables. Vous avez déjà recyclé un téléphone portable ? Vous en avez combien dans vos placards ? Vous ne pourrez pas les réutiliser, hein, je le dis à chaque fois que je fais une conférence. Les systèmes en fait, sont faits de telle façon que de toute façon, vous ne pourrez pas les réutiliser en mode iPhone, c'est-à-dire les applications ne marcheront plus. Recyclez-les. C'est ce qui pose problème à l'heure actuelle en fait, dans le recyclage et dans la collecte, notamment de ces éléments de cuivre, parce que les gens ne recyclent pas ce qui change, on va dire, tous les 3, 4, 5 ou 6 ans. Vous voyez ? Donc, vous pouvez avoir des taux de recyclage qui sont importants, vous pouvez avoir en fait des taux de recyclage qui sont importants ou de la mise en place de filières. S'il y a un problème sur la collecte, ça ne marche pas. D'où le concept en fait de mine urbaine, c'est-à-dire que vous avez chacun dans vos placards en fait des éléments qui pourraient contribuer à sauver la planète de la pénurie de matériaux. Sur le nickel, vous voyez le nickel, on est un petit peu sur une problématique qui est assez comment dire, proche de celle du lithium, c'est-à-dire qu'on va consommer environ 56% des réserves, des ressources mondiales de nickel. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème sur le nickel? Mais si, il y a forcément un problème. C'est que vous avez un problème de qualité de nickel en fait, qui est utilisé dans les batteries. On n'utilise pas le même nickel dans les batteries que dans d'autres applications. Donc, vous voyez, là encore une fois, ce n'est pas un problème géologique, ça va être un problème technologique, voire un problème économique. Vous avez des grosses entreprises sur le nickel qui essayent de le cartéliser. Et lorsque vous regardez le cobalt, vous voyez, on revient à une problématique proche du cuivre. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, si on est dans un scénario 2 degrés, eh bien, vous allez consommer 95% du cobalt en place à l'heure actuelle. C'est-à-dire que vous voyez, vous ne pouvez même pas généraliser. Dans un premier temps, vous voyez, on les a traités dans cet ordre-là, les matériaux. On a commencé par le lithium, on a fait le cuivre après. Et puis nous est venue cette fantastique citation small metals, small problems, big metals, big problems. Vous voyez ? Mais même pas, parce que en fait, small metals can also be a big problem. Et donc le cobalt, ça peut être bien évidemment une problématique, notamment pour le véhicule électrique. Et là, par contre, vous avez votre rôle en tant qu'ingénieur, parce que bien évidemment, tout dépend en fait du contenu en nickel que vous mettez dans votre batterie. Si vous prenez des batteries NMC qu'on appelle 111, ou si vous mettez des 622, ou si vous mettez du 811, vous n'avez absolument pas le même contenu en nickel dans vos batteries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien évidemment, le progrès technologique, il va influencer les contenus en matériaux. Vous voyez. Alors, cette question de la criticité, donc, il faut véritablement la voir de manière globale. C'est-à-dire qu'il faut regarder bien évidemment la géologie, mais il faut regarder aussi toutes les questions géopolitiques qui sont derrière. Je n'ai pas trop insisté, mais sur le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, bien évidemment, chaque matériau va avoir sa propre géopolitique. Et donc, au niveau international, ce qui est très intéressant, c'est que bien évidemment, je ne fais pas de recommandations actionnariales, mais vous allez avoir des pays qui vont bénéficier de la transition énergétique, tout simplement parce que ce sont des producteurs de matériaux stratégiques ou de matériaux communs, comme le cuivre. Bien évidemment, pays comme l'Australie, la Russie, le Canada, le Brésil. Donc ça nous amène quoi? Ça nous amène qu'il y aura peut-être des nouveaux enjeux de pouvoir qui vont se matérialiser. Parce que si vous vous dites tout simplement... oui, on veut développer un programme d'électrification du parc électrique. Bien évidemment, celui qui a le matériau stratégique va être porté. Celui qui construit la batterie va être porté. Donc, vous allez avoir une nouvelle géopolitique globale en termes énergétiques qui va se matérialiser. Et puis, avant de conclure, il y a quand même une problématique qui est très très importante parce que, en fait, vous savez quel est le dernier matériau qu'on est en train de modéliser?
c'est l'eau. Pourquoi, à votre avis, on modélise l'eau? Parce qu'à chaque fois qu'on a fait des études bibliographiques sur chacun des matériaux, l'eau revient. Et l'eau revient à chaque fois. C'est-à-dire que l'eau, c'est l'élément bloquant. Lorsque, vous voyez, on a présenté nos résultats sur le cuivre à une délégation chilienne. C'était très intéressant comme exercice. Parce que nous, on arrivait en leur disant, mais finalement, ça va peut-être être pour vous un moteur de la future croissance du Chili. Vous produisez du cuivre, vous produisez du lithium, hein, vous êtes premier producteur de cuivre mondial et vous êtes deuxième producteur de lithium au niveau mondial. Donc pour vous, c'est formidable. Et ils nous ont demandé tout simplement, mais dans votre modèle, qu'est-ce que donne votre modèle en termes de pourcentage d'accroissement de la production de cuivre et de lithium dans les années qui viennent? Parce que ça nous intéresse. On a une société qui s'appelle Codelco et qui serait intéressée d'avoir vos chiffres. On leur a dit, bah, écoutez, la production de cuivre au Chili, elle doit augmenter de 5% pour résoudre pour aller vers le 2 degrés. Et donc là, les personnes qui étaient là nous ont dit, mais ça, c'est pas possible. Ils nous ont dit, c'est pas possible tout simplement parce que à l'heure actuelle, nous sommes en train de mettre des quotas d'eau. Et bien évidemment, ils le mettent sur l'industrie minière. Et en plus, au Chili, vous avez du lithium et du cuivre. Donc il y a une concurrence d'usage entre les producteurs de cuivre et les producteurs de lithium, qui ne sont pas les mêmes. Et l'élément bloquant, ça va être l'eau. Donc à l'heure actuelle, que fait le gouvernement chilien? Il tire des lignes de 150 km pour faire approvisionner en fait, certaines mines en eau de mer qui est désalinisée. Vous voyez. Donc le bilan écologique de votre batterie, au final, pensez-y. Mais surtout, ils nous ont dit, non, on ne va pas pouvoir dépasser, alors le chiffre exact, c'était autour de 3,2% d'augmentation de la production en raison de la problématique aquifère. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est plutôt joueurs quand on fait de la modélisation. Donc, on a mis les chiffres de production chilienne dans notre modèle. Notre modèle n'a jamais convergé, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu atteindre le 2 degrés. Vous voyez. Donc, ça veut dire que derrière ces matériaux, vous avez une contrainte majeure qui va être l'eau. Et donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de modéliser l'ensemble de cet élément au niveau mondial, parce que vous avez une consommation à la fois d'énergie, mais bien évidemment d'eau, qui est associée à la production de métaux. Et, dernier point pour en rajouter, malheureusement, c'est que les zones de production minière, selon le GIEC, seront les zones les plus impactées par le réchauffement climatique. Et donc c'est déjà là où vous avez du stress hydrique qu'il risque d'y avoir encore plus de stress hydrique. Donc vous voyez la complexité. C'est-à-dire qu'on produit des technologies qui consomment des matériaux, qui eux-mêmes consomment de l'eau, qui favorisent aussi malgré tout le réchauffement climatique. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre des ENR dans le mix électrique. C'est essentiel, bien évidemment. Hein. Ce n'est pas la portée de mon message. La portée de mon message, c'est vraiment de vous dire, ayez en tête les externalités dont on ne vous parle pas. Vous voyez, ou très peu. Donc en conclusion, vous voyez, je vous ai présenté 4 matériaux. J'aurais pu vous en présenter plus. Hein. On a modélisé les terres rares également. On a différents niveaux de criticité. On est plutôt inquiet, j'ai envie de dire, sur cuivre et cobalt. C'est-à-dire, en gros, un matériau commun et un matériau stratégique. Et puis, au final, ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le lithium notamment, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut peut-être se concentrer en fait, sur les matériaux communs qui sont peut-être plus importants que l'on pense. Les politiques publiques ont un rôle majeur. La mobilité soutenable, lorsque vous passez dans des scénarios de mobilité soutenable, vous retirez 1/3 de la consommation minimum du secteur du transport. C'est-à-dire que c'est une bouffée d'air sur la consommation globale. Le recyclage est important, mais le recyclage, il faut qu'il soit organisé. Et puis surtout, il faut faire de l'évaluation des politiques publiques. C'est très important. Et il faut véritablement, au niveau de chaque État, voire de chaque entreprise, se poser la question de quels sont mes matériaux stratégiques, quels sont les matériaux critiques auxquels je vais devoir faire face. Le progrès technique et bien évidemment le rôle de l'ingénieur sont fondamentaux. Tout simplement parce qu'un nouveau type de batterie dans le modèle, et vous allez pouvoir
diminuer la consommation globale de matériaux dans les années qui viennent. Mais bien évidemment, ce qui reste, c'est la problématique de l'eau. Cette problématique de l'eau, elle est fondamentale à l'heure actuelle à étudier. Et elle est d'autant plus fondamentale que vous avez déjà une géopolitique de l'eau. Vous avez déjà une géopolitique des bassins versants, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Australie. Mais véritablement, ça sera le nœud du problème de l'ingénieur sur la question des matériaux dans les années qui viennent. Bien évidemment, de nouveaux ensembles géopolitiques se constituent. Vous avez une nouvelle demande de matériaux pour adresser à certains pays. Et bien évidemment, ça va avoir un rôle dans la géopolitique énergétique mondiale. Et j'ai presque envie de vous dire, la géopolitique énergétique future sera beaucoup plus complexe que celle que l'on observe aujourd'hui. Pourquoi ? Et parce qu'on est encore dans cette stratégie d'empilement. Donc vous allez juste empiler de la complexité géopolitique là où vous avez des problématiques gazières, pétrolières ou charbonnières. Vous allez aussi rajouter des problématiques liées au cuivre, au lithium, au cobalt, et elles vont être amplifiées par cette consommation de matériaux stratégiques. Et je finis juste pour vous donner l'envie aussi d'aller voir les brevets de la transition énergétique, c'est-à-dire la partie 2 du projet Generate. Regardez comme c'est fabuleux. Quel est le driver des innovations bas carbone au niveau mondial ? C'est le prix du pétrole. C'est-à-dire que si vous avez un prix du pétrole bas, vous avez très peu d'incitation à l'innovation et vous avez très peu d'incitation au brevet de la transition énergétique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pétrole, malgré tout, il reste une clé très importante, en fait, dans ces technologies bas carbone. C'est l'un des principaux vecteurs du passage de l'invention au brevet. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut penser un petit peu différemment. Il va peut-être falloir penser différemment, en fait, qu'est-ce que c'est que ce prix du pétrole ? Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des voies un tout petit peu plus originales pour fixer ce prix du pétrole ? Est-ce que le marché va nous permettre de répondre à cette problématique de transition énergétique ? Je peux vous dire tout de suite, bien évidemment que non. Il faudrait tout simplement trouver un prix du pétrole, et là je fais le lien aussi avec les pays producteurs d'hydrocarbures, qui vous permettent à la fois de déclencher la transition énergétique dans les pays du Nord, à permettre la diversification dans les pays du Sud, c'est-à-dire inventer un concept de prix social du pétrole qui n'est absolument pas un prix de marché. Donc vous voyez, là aussi, il faut regarder ailleurs, mais sûrement pas dans les solutions qui vous sont proposées au niveau notamment macroéconomique. Alors, si vous avez envie de prolonger en fait ces débats, sachez qu'on a sorti une revue qui s'appelle la géopolitique de la transition énergétique. C'est la revue internationale et stratégique. Et puis, bien évidemment, si vous avez des questions, je serai ravi de les prendre et d'y répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.